Aujourd'hui, on découvre le métier des climatologues et on est très content pour deux raisons. Premièrement, le thème est trop cool, il y en a trois d'interviewer Didier et Johanna parce qu'à mon avis, le thème est trop cool. Non. Parce qu'à mon avis, on va apprendre un millier de trucs. Et la seconde raison, c'est que c'est la première fois qu'après 3 ans et demi avec Manon Gemelandi, qu'on vous propose un métier directement lié à l'écologie. La vidéo est très longue et pour cause, elle est divisée en deux parties. Dans la première partie de la vidéo, vous allez découvrir le métier de climatologue, donc en format reportage métier comme on fait toutes les semaines. Et dans la seconde partie de la vidéo, eh bien, on s'est laissé embarquer dans des discussions sur l'écologie et le climat et c'est tellement intéressant qu'on n'a pas su quoi couper et qu'on a décidé de tout garder pour vous. On espère que ça vous plaira, bonne découverte! Donc bonjour, je m'appelle Didier Swingedou, j'ai 42 ans, je suis chercheur au CNRS et ma spécialité c'est la climatologie et l'océanographie physique. Donc je fais de la recherche, je suis modélisateur du climat, c'est pourquoi j'ai participé aux travaux du GIEC publiés récemment. Je m'appelle Johanna Cavaret, j'ai 38 ans. Et je suis chargée de mission d'Aclimatera. Aclimatera, c'est le comité scientifique régional sur le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Alors Johanna, l'écologie, le climat, ce sont des enjeux qui sont très importants aujourd'hui et qui intéressent beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient mettre du sens dans leur métier, notamment en travaillant pour l'écologie ou pour le climat. Nous, on a choisi aujourd'hui de découvrir le métier de climatologue, mais en fait, cette dimension-là, on peut la transposer dans plein de métiers, non ? Oui, effectivement, il y en a beaucoup de métiers, les chercheurs par exemple. Et donc du coup, un autre, ça peut être le travail des médiateurs scientifiques ou des médiatrices scientifiques qui nous aident à mieux comprendre comment le changement climatique nous impacte au jour au jour. Un troisième métier, c'est par exemple le travail des élus ou des décideurs qui, au travers des actions qu'ils peuvent faire, des actions publiques, peuvent aider à la communauté ou à la ville ou autre à pouvoir mieux s'adapter et pouvoir atténuer aussi les effets du changement climatique. Ok, donc on peut prendre soin du climat en faisant des sciences, en faisant de la com, en faisant de la politique, en faisant plein de choses. Et bien aujourd'hui, on va rejoindre Didier pour se concentrer sur le métier de chercheur et plus particulièrement climatologue. Très bien. Alors mon travail consiste à produire des nouvelles connaissances, à aller aux frontières finalement de la connaissance concernant bien ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas à propos de la climatologie et de l'océanographie physique, donc les courants marins, etc. Et donc pour faire cela, mon travail principal consiste à modéliser l'océan et ses interactions avec le climat, et puis à confronter finalement ces résultats de modélisation à des échelles de temps de quelques décennies pour le passé, avec des observations de terrain, mais aussi des observations satellitaires. Et puis, bien entendu, on est très intéressé par savoir ce qui peut advenir dans le futur. Voilà, donc pour finalement communiquer tout cela, eh bien, mon travail consiste à écrire des articles qui finalement explicitent un petit peu le fruit de nos recherches de manière synthétique en anglais pour que tout le monde puisse comprendre dans le monde entier. On communique aussi, on est appelé à présenter ces résultats dans des congrès, dans des conférences, échanger aussi avec les collègues sur nos résultats pour évaluer leur robustesse. Est-ce que nos collègues trouvent des choses similaires? Qu'est-ce qui fait débat, etc. On réfléchit aux questions à venir en termes de scientifiques pour aller toujours à la frontière de la connaissance et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche les avancées de cette connaissance, par exemple les avancées de la connaissance du devenir de la circulation océanique ou du changement climatique, ce genre de choses, comment mieux les modéliser. On va formuler les questions, c'est une grande partie de notre travail, c'est formuler les questions, les formuler correctement pour pouvoir essayer de leur apporter des réponses à ces questions. En tant que science, on doit se confronter au réel. Donc en effet, il faut vraiment se confronter à des observations et en tant que scientifique, même si ma spécialité c'est plutôt finalement de coder, c'est-à-dire qu'au quotidien je fais plutôt des codes informatiques, j'ai aussi eu l'occasion d'aller sur le terrain pour comprendre aussi les problématiques de terrain, les problématiques de comment on fait une mesure, etc. Et donc quand on fait de l'océanographie physique, en effet on va sur des bateaux et on fait des mesures, on jette des bouteilles à la mer, c'est-à-dire qu'on vraiment on envoie ce qu'on appelle une rosette, un instrument avec plein de bouteilles qu'on va fermer à différentes profondeurs, donc quelque chose quand même d'assez conséquent, suspendu à un câble qui du coup doit pouvoir permettre à cette rosette d'aller au fond des océans, donc jusqu'à 5, 6, 7 km de profondeur, donc un câble gigantesque. Donc on va emprisonner de l'eau pour des analyses chimiques, mais on va aussi faire tout un tas de mesures de courant, donc on mesure la température, la salinité, pour comprendre bien finalement comment bouge cet océan, car l'océan bouge et de manière assez complexe, suivant plein de phénomènes dont on essaye de percer les mystères finalement.
Alors climatologue vraiment c'est un métier extrêmement pluridisciplinaire. Tout simplement parce que notre objet d'étude qui est la planète Terre, et bien du coup pour comprendre cette planète Terre, il faut avoir des connaissances en physique, en chimie, mais aussi en biologie, en rayonnement. De nombreuses connaissances sont nécessaires et du coup on est amené à échanger avec des collègues qui ont des spécialités tout à fait différentes, plutôt en biologie, en sciences de la vie et de la terre, en géologie même, en sédimentologie pour essayer de reconstruire les climats passés et confronter nos modèles par rapport aux variations qu'il y a pu y avoir dans les climats du passé qui sont nombreuses et qui sont absolument passionnantes. En tant que modélisateur, je travaille beaucoup avec des informaticiens, des gens qui connaissent très bien ce qu'on appelle les supercalculateurs, c'est-à-dire des ordinateurs gigantesques qui permettent de faire des milliards d'opérations par seconde, donc quelque chose d'absolument fabuleux, pour justement essayer de comprendre toute cette dynamique de cette planète Terre, des fluides océans et atmosphères qui la composent, comment ils se meuvent et comment ils interagissent avec d'autres composantes, aussi bien biologiques que géochimiques. Ce que je préfère... c'est dur à dire une seule chose. Il y a vraiment plein de choses quand même qui sont passionnantes dans ce métier. Je crois que ce que j'aime le plus peut-être c'est de me sentir utile quand même. Le moment créatif est très présent dans le métier de chercheur. Voilà, on doit trouver des solutions à des problèmes qu'on doit nous-mêmes poser également. Alors la chose peut-être la plus délicate dans ce métier de modélisateur, c'est de parfois passer des journées entières devant un ordinateur. Mon métier, il est imaginatif, créatif, amusant, communicant. C'est peut-être ça la deuxième chose que j'aime le plus dans ce métier, c'est ce moment où les idées germent et on se dit « Ah mais oui, ça marche comme ça !» Alors pour devenir climatologue, il faut embrasser des études scientifiques. On peut venir à la climatologie finalement par la physique, par la chimie, par la biologie. Bon, mais le cœur du métier quand même de climatologue est plutôt un métier de physicien. Et donc pour devenir climatologue, il faut suivre des études assez longues quand même. Il faut aller jusqu'à une thèse. Donc c'est Bac+8, donc c'est quand même quelque chose d'assez long. Alors, pour être climatologue, il faut trouver un institut de recherche souvent public, qui a assez peu de recherche privée sur la climatologie. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est principalement des organismes publics. Donc, dans mon cas, j'ai été recruté au CNRS après quelques post-docs. Donc, encore après le doctorat, on va aller se continuer sa formation finalement, souvent à l'étranger, pour aussi aller voir comment on travaille dans d'autres pays. C'est extrêmement important. Et puis, après quelques post-docs, il y a un nouveau concours, le concours du CNRS, auquel on va être auditionné, puis possiblement sélectionné. Alors il y a d'autres instituts de recherche qui permettent de devenir climatologue, comme l'Institut pour la recherche et le développement. On peut aussi être embauché par une université pour devenir plutôt enseignant-chercheur, et également Météo France qui permet aussi de devenir climatologue, l'école de Météo France. Souvent, chercheur, c'est un métier passion et il faut en effet pas espérer avoir un salaire très très élevé eu égard finalement aux longues études. Donc pour se donner un ordre de grandeur, souvent en entrant au CNRS, on est payé un peu plus de 2 000 € net par mois et puis ça va augmenter petit à petit, crescendo. Et à l'heure actuelle, par exemple, moi je suis payé presque 3 000 € net par mois. Alors, le GIEC, ça veut dire Groupement intergouvernemental d'experts climatiques. Donc, c'est un groupement qui a été mis en place par l'ONU dès 1988 et dont la mission, finalement, est d'essayer de faire des rapports, de prendre en photo l'état des connaissances à un instant donné concernant le changement climatique et ses impacts potentiels. Donc, ça a réuni plusieurs centaines de scientifiques qui sont sélectionnés par différents pays et qui vont se réunir, justement, pour rédiger ces rapports assez régulièrement. Et donc, du coup, Climaterra s'est inspiré du GIEC pour pouvoir faire quelque chose à l'échelle du territoire. Donc, c'est un comité scientifique régional voulu par la région Aquitaine à l'époque, en 2010, pour pouvoir comprendre quels étaient les enjeux que la région allait faire face vis-à-vis du changement climatique. Donc, il y a eu un comité d'environ 170 personnes. Et l'idée, c'est de focaliser sur les territoires, parce que c'est à cette échelle qu'on peut avoir plus des actions concrètes à faire. Alors Didier, on entend souvent, c'est l'heure du temps, qu'on va dépasser les 1,5 ou le 2 degrés, que ça va être une catastrophe. Ça veut dire quoi exactement pour quelqu'un qui ça,
Toi, j'imagine, tu sais, mais pour le commun des mortels, ça veut dire quoi exactement 1,5 ou 2 degrés? Oui, alors ça, ce sont des seuils qu'on s'est fixés lors des accords de Paris en 2015, qui a été quand même un moment un peu historique en termes d'accords. C'était la première fois que tous les pays se mettaient d'accord pour justement essayer d'agir, même si c'était pas non plus très contraint, mais c'était quand même la première fois qu'il y avait un accord. Pourquoi ces seuils, ces notions de 1,5, 2 ? Alors, même si le rapport du GIEC sur 1,5 degré justement montre que chaque demi-degré est important, donc finalement chaque effort quand même fait sens. Cette notion de seuil vient de la non-linéarité du système climatique. Il faut bien comprendre que le système climatique, c'est pas un long fleuve tranquille, il répond pas toujours linéairement comme une baignoire qu'on remplirait. Mais il peut y avoir des seuils, justement, à partir desquels il y a des changements qui peuvent devenir irréversibles sur de longues échelles de temps. Et donc, pourquoi on a fixé à 1,5 ? C'était un seuil très ambitieux. C'est notamment pour les coraux. Il est très, très bien connu que les coraux, pour un réchauffement qui ira au-delà de 1,5 degré à l'échelle globale, eh bien, a priori, les coraux ne pourront pas survivre. On sait également on ne connaît pas toujours exactement les seuils physiques, mais autour de 2 degrés, 2-3 degrés, le Groenland risque de fondre en grande partie, même si on arrêtait les émissions. La même chose pour l'Antarctique de l'Ouest, ce qui signifie des augmentations de niveau marin qui vont s'étaler sur des centaines d'années, qui pourront représenter jusqu'à 10 mètres de niveau marin d'ici un millénaire ou deux. Donc voilà, il faut éviter de dépasser ce type de seuil parce qu'après, le climat tel qu'on le connaît aujourd'hui sera vraiment différent et il n'y aura pas de retour en arrière. On sera vraiment face à des irréversibilités. Et combien de temps, si jamais on dépasse, combien de temps la Terre a besoin pour revenir si elle peut revenir en arrière? Justement, a priori, par exemple, pour la fonte des calottes, il n'y a pas de retour en arrière. La fonte des calottes, en fait, les calottes sont des systèmes non linéaires ce qui fait que quand elles commencent à fondre, en fait, leur altitude commence à diminuer et en étant moins haut, il fait de plus en plus chaud et donc on a des effets comme ça, ce qu'on appelle des rétroactions positives, des cercles vicieux qui font qu'à partir du moment où la calotte a calotte, c'est bien la calotte de glace, oui, il faut imaginer. Donc, c'est cette montagne de glace qu'on trouve au Groenland et aussi en Antarctique. Et donc, quand je dis montagne, c'est des choses qui font 4 km d'épaisseur. Hein, donc, c'est plus élevé que les Pyrénées. Et ça représente une quantité d'eau monumentale. Si toute la calotte groenlandaise venait à fondre, on aurait une augmentation du niveau marin de 7 mètres. Juste pour la calotte groenlandaise. Alors heureusement, ces grosses masses de glace vont mettre du temps à fondre. On sait que ça ne va pas se passer en 10 ans. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est que s'il y a ces effets comme ça sur du long terme, ça veut dire que sur des générations et des générations, si on dépasse ces seuils de 2 degrés, on aura une augmentation du niveau marin. Et donc là, j'ai pris ces exemples, mais il peut y avoir d'autres exemples plutôt dans la biosphère, comme ça, d'organismes qui ne survivront pas à des changements si on dépasse certains seuils. Et les 1,5, parce que techniquement en Groenland, entre l'été et l'hiver, il y a... C'est une question peut-être bête pour toi, mais entre l'été et l'hiver, il y a quand même quelques degrés de différence. Quand on parle des 1,5, c'est 1,5 en moyenne. Quand on parle de 1,5, voilà, c'est pour essayer de simplifier un petit peu les métriques. C'est 1,5 à l'échelle globale. Il faut bien comprendre que dans toutes les régions polaires, enfin surtout dans l'hémisphère nord, la région qu'on appelle arctique, dont fait partie le Groenland, le réchauffement est très amplifié du fait de la disparition de la glace de mer, la banquise. On a finalement plus de rayonnement solaire qui est capté par l'eau. Enfin voilà, on a de nouveau des cercles vicieux qui font que le réchauffement est amplifié jusqu'à 2 à 3 fois le changement global. Donc quand on dit 1,5 en global, ça veut dire 3 à 5 degrés sur le Groenland. Donc c'est pour ça qu'il commence à fondre de manière assez conséquente. Ouais. Donc 1,5, 2 degrés, ça va, mais si on arrive à 3, 4, 5 degrés, comme peut indiquer le scénario où on ne fait rien, eh bien on arrive à des augmentations de température de plus de 10 degrés au Groenland. Donc là, évidemment, le Groenland fondra... Donc il ne fait pas moins de 10, il va faire plus de 10. Donc voilà, donc déjà le Groenland fond en été, principalement, bien entendu. Il fond déjà, hein, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un phénomène normal, il y a de la neige qui s'accumule en hiver et puis ça fond un peu en été. Mais là, par exemple, dans les années récentes, on a vu pour la première fois, à un moment en été, l'ensemble du Groenland qui fondait. Parce qu'habituellement, on fond sur les côtés, quand on est près des côtes, puisqu'en altitude, il fait très froid. Et là, on a vu l'ensemble du Groenland fondre pendant quelques semaines. C'était sans précédent, on n'avait jamais vu ça.
Voilà, donc le changement climatique, il commence déjà. Le Groenland a déjà commencé à fondre et on a fixé ces seuils pour, notamment pour le Groenland, mais il y a vraiment plein d'autres exemples que je pourrais donner ici. Okay. Bon, on ne peut pas rencontrer des climatologues et géologues sans poser cette question. Est-ce que nos actions à l'échelle individuelle ont vraiment un effet? Est-ce que c'est utile de faire pipi sous la douche et de moins prendre l'avion? Ou pas? Comme l'a mis en avant le GIEC, chaque demi-degré compte, hein, donc chaque kilogramme ou gramme de carbone émis en moins, c'est quelque chose de positif. Alors après, évidemment, je ne peux pas vous mentir que c'est pas en éteignant la lumière, en sortant de cette pièce, qu'on va résoudre le problème. Donc évidemment, faut bien se rendre compte de la difficulté du problème. Après, c'est un problème collectif qui nous occupe tous, l'humanité en entier. Donc je pense que en prendre conscience, commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire, c'est toujours utile, parce qu'il va falloir qu'on prenne les décisions ensemble, collectivement. C'est collectivement qu'on peut résoudre ce problème. Donc oui, chaque action compte en ce sens. Je pense que aussi, en travaillant sur nous-mêmes, en faisant des actions dans notre quotidien, changeant nos habitudes de manger, de se déplacer, ça aide. Et aussi participons aux différents débats qui nous aident à mieux comprendre. Participons aussi aux actions collectives qui peuvent être faites dans notre ville, dans notre collectivité, dans notre région. Et pourquoi pas, aussi profitons de notre vote pour faire entendre notre voix. Et en choisissant des élus et des personnes qui tiennent à cœur d'avoir des projets qui vont dans le sens d'une atténuation et adaptation au changement climatique. Les politiques répondent à ce que leur demandent leurs électeurs. En tout cas, ils ont une oreille tendue à leurs électeurs. Donc, plus la prise de conscience, plus les idées se diffusent, plus tout le monde se dit qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut vraiment changer nos habitudes, agir différemment. Et quand les gens ont pris en conscience aussi de la tâche qui est devant, qui en effet il ne suffira pas de faire des actions très simples, même si chaque action compte. Donc ça n'empêche pas de faire ces actions simples, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de partir si loin pour ces vacances, est-ce que juste à côté, je ne peux pas trouver des choses assez proches. Enfin, commencer à penser à ce genre de choses, comme dans les pays scandinaves, hein, où finalement les gens réfléchissent à 2 fois avant de prendre l'avion, alors que c'est des pays où les conditions climatiques amènent les gens en effet à plus prendre l'avion. Mais redécouvrir finalement ce qu'on a autour de soi, comme on a pu le faire pendant le confinement, pendant le Covid, où on découvre que finalement, parfois, pas si loin que ça, on a des choses formidables à voir déjà avant de partir 6 mois. La vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. De notre côté, on a appris plein de choses et quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière vidéo sur la thématique du climat et de l'écologie que vous verrez passer sur cette chaîne. Si vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage, à liker et à nous dire en commentaire quelle autre vidéo sur la thématique de l'écologie vous voulez découvrir. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.